d'action nationale. Vous avez 10 minutes pour votre exposé. Par la suite, il y aura une période d'échange. Je vous invite tout d'abord à vous présenter. Allez-y. Alors, bonjour, Madame la Présidente, Mesdames Bonjour. et Messieurs. Robert Laplante, je suis le directeur de la revue L'Action nationale, Oui. accompagné d'Anne-Michel Meg, qui est membre du conseil d'administration de la Ligue d'Action nationale et du comité de rédaction de la revue que nous dirigeons. Alors, nous voulons saluer l'initiative du gouvernement. Un effort, en effet, s'impose pour traiter avec plus de rigueur les questions relatives à l'immigration. Il existe dans le débat public une confusion certaine autour de ces questions, sans compter, bien sûr, des affrontements idéologiques qui ne font pas de quartier. Mais il est très important pour l'État de conserver les concepts dans leur plus stricte rigueur et, à cet égard, il est important, et nous trouvons que le document aurait pu faire davantage à cet égard, de rappeler que la marge de manœuvre du gouvernement du Québec est extrêmement mince et qu'elle ne tient dans les faits qu'à des arrangements administratifs. Malgré les ententes signées, c'est Ottawa qui fixe les paramètres de la politique d'immigration, y compris la politique d'immigration du Québec. Le Québec peut composer avec certaines de ses modalités, mais sans plus, et il bouge dans un espace qu'il ne contrôle pas. Il est condamné à s'ajuster et à courir derrière un chimérique poids relatif qui, depuis que la Confédération existe, ne cesse de s'éroder. Il existe également une grande confusion autour de ce que doit être le rôle de l'immigration dans le développement non seulement du marché du travail, mais de la nation. À cet égard, l'action des lobbies d'affaires est particulièrement efficace. À en croire, l'immigration serait une véritable panacée aux problèmes de main-d'œuvre, renversant dans le discours ce qui est pourtant l'ordre logique des choses. Les pénuries de main-d'œuvre, ça se gère d'abord avec une politique de main-d'œuvre, et cette politique de main-d'œuvre comporte un volet qui est celui du recours aux travailleurs immigrés. Alors, déjà, de rétablir les choses et de mettre les perspectives au bon endroit contribuerait à assainir et à rendre plus fructueux le débat public. Le document de consultation propose des objectifs et à cet égard, ils ne sont pas nouveaux, ils sont pertinents, c'est un fait, mais nous ne les considérons que comme un premier pas. Des énoncés généraux et des intentions, ça ne suffit pas. Il y a dans le document un véritable vice de méthode, en fait une lacune en ce qui concerne les objectifs qui ne sont malheureusement que très rarement et très peu chiffrés. On ne comprend pas quels sont les indicateurs sur lesquels ces objectifs peuvent se vérifier, se déployer, quels sont les indicateurs qui pourraient donner les guides d'action. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut, à ce moment-là, établir de façon rigoureuse des seuils? On est dans l'arbitraire à peu près le plus complet, 40 000, 50 000, 60 000. Ce qu'on voudrait comprendre, c'est à quoi mesure-t-on l'efficacité d'un seuil? Est-ce que nous avons des indicateurs qui nous permettent de comprendre comment on peut mesurer l'intégration, comment on peut saisir son efficacité dans le marché du travail, dans le fonctionnement des institutions? Ces indicateurs-là ne sont nulle part présents dans le document. Et il va falloir les mettre en place. Et les mettre en place avec un suivi rigoureux. Et nous pensons que l'Institut de la statistique du Québec pourrait être l'institution qui pourrait faire ce suivi et contribuer à développer un modèle rigoureux qui nous permettrait ensuite de mesurer le résultat de l'action gouvernementale en commission parlementaire de façon à ce que des données soient partagées par tout le monde avec une méthodologie explicite et avec, bien entendu, une crédibilité scientifique sans faille. Donc, ces lacunes en matière de gestion sont corrigeables et nous espérons vivement que le gouvernement va donner à l'Institut de la statistique les moyens de le faire convenablement.
Mais une politique d'immigration, ce n'est pas autoportant. C'est aussi une pièce dans un ensemble, et cet ensemble, ce n'est pas le marché du travail. Cet ensemble, c'est l'intérêt national tel qu'il est défini comme essentiel à la vie de la nation. Et là-dessus, le document devrait l'établir encore plus clairement que jamais. Le grand objectif d'une politique d'immigration, c'est de contribuer à renforcer le caractère français du Québec. C'est un des grands sauts historiques qu'a réalisé notre peuple avec l'adoption de la loi 101, et ça doit être maintenu. Pour que cet objectif puisse servir, il faut bien comprendre qu'accueillir plus que la capacité de franciser, c'est éroder le socle de la nation. C'est une vérité élémentaire de la sociologie. Ça fait plus de 150 ans que les sociologues ont fait cette démonstration. Alors, il nous semble primordial que dans ce scénario, l'immigration économique, qui est à peu près le seul volet sur lequel le gouvernement du Québec a une poignée, que cette immigration économique exige la connaissance du français pour obtenir le statut à la fois de résident permanent ou de citoyen. Il est essentiel que nous envoyions un message clair. La société d'accueil pour l'immigrant, c'est le Québec français. C'est la langue française qui est notre ciment et notre instrument de délibération publique. Et à cet égard, c'est aussi, comprenons-le, il faut le comprendre, le gage de succès pour une intégration réussie, donc pour une réussite du projet migratoire lui-même. Mettre des gens qu'on invite dans notre société au beau milieu d'un conflit de légitimité entre deux modèles linguistiques, c'est pas leur rendre service, ce n'est pas nous rendre service, c'est pourtant malheureusement encore le cas. On parviendra certainement pas à convaincre le gouvernement fédéral de respecter la loi 101, y compris à l'aéroport. Alors, dans le même esprit, on pense aussi qu'il faut envoyer un message de cohérence. Donc, enlever ce privilège de séjour temporaire dans les écoles anglaises. On ne peut pas être un peu enceinte. Alors, on ne peut pas non plus être un peu une société française. On l'est ou on ne l'est pas. Et il faut clairement établir qu'on immigre dans une société française, on séjourne dans une société française. Et ce sont des institutions qui sont chargées d'assurer ce consensus social. Il faut réaliser également que les objectifs généraux concernant la régionalisation, qui servent souvent d'argument de légitimation, sont des objectifs qui ne soutiennent pas les connaissances scientifiques. Ce que nous savons de l'immigration, c'est que partout dans le monde, c'est un phénomène de grande agglomération, c'est un phénomène métropolitain d'abord. Alors, s'imaginer que hausser les seuils pour combler les besoins dans les régions, ce n'est rien d'autre qu'un vœu pieux qui n'est pas soutenu par les évidences scientifiques. Et le sens commun nous l'établit également. Les immigrants n'ont pas plus de raisons et de motifs d'aller dans les régions que les natifs n'en ont de s'y cramponner. Les problèmes relatifs à la difficulté de recruter des travailleurs dans les régions tiennent à une multitude de facteurs et pas seulement à une difficulté ou à un effort à accroître pour convaincre les immigrants d'aller dans les régions. C'est la structure du peuplement qui est, à ce moment-là, à restaurer. Et ça, c'est une politique de population qui peut faire ça. Ce n'est pas une politique d'immigration. Voilà, Madame la Présidente, pourquoi on pense que, essentiellement, il faut mettre de l'ordre dans les concepts et attribuer à l'immigration les vertus qui sont la sienne, créer les conditions pour que les progrès et les projets migratoires réussissent, mais en même temps s'assurer qu'on ne se berce pas d'illusions et que nous allons avoir une administration publique rigoureuse qui va placer les concepts aux bons endroits et qui va permettre une reddition de comptes qui va donner un débat public serein et surtout rigoureux.
Merci, Madame la Présidente. Merci à vous pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. J'invite le ministre à prendre la parole pour un bloc de 16 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame Meggs, Monsieur Laplante, bonjour. Merci d'être présent à l'Assemblée. Écoutez, d'entrée de jeu sur la première orientation, la recommandation que vous nous formulez, c'est que on devrait faire l'indépendance du Québec pour assurer le contrôle de l'immigration, j'imagine? Absolument, c'est la seule manière d'avoir une politique cohérente. La plupart des intervenants qui vont venir ici vont vous dire que toutes les mesures que nous pouvons prendre dépendent en grande partie soit que les compétences fédérales ont priorité, soit que l'administration fédérale les impose, etc. Alors, dans les circonstances, une politique québécoise d'immigration sans l'indépendance, c'est une politique qui cherche à limiter les incohérences que nous inflige la situation canadienne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de les limiter, bien entendu, mais il ne faut surtout pas se conter des histoires. Ça va rester incohérent. Que nous fixions le seuil à 40 000, à 60 000, à 100 000, de toute façon, c'est le fédéral qui va avoir le contrôle sur le processus qui va faire qu'on va mener l'attribution d'un permis de séjour ou d'un statut de résidence permanente au Québec. Et comment vous voyez ça, la volonté du gouvernement du Québec de rapatrier la sélection du regroupement familial? Bien, notre recommandation, c'est qu'on entreprend toutes les démarches possibles pour récupérer tous les pouvoirs possibles. Notre position, c'est que ça va être très difficile, de un. Et de deux, il faut vraiment aussi, surtout quand on est encore une province, de bien comprendre pourquoi on le fait. Parce que pour le faire, il faudrait ouvrir l'accord Canada-Québec. Et cet accord-là, pour le moment, est très avantageux financièrement au gouvernement. Donc, avant de l'ouvrir, puis peut-être perdre financièrement, il faudrait savoir pourquoi on l'ouvre et comment on va sortir plus gagnant après l'avoir ouvert. Mais en fait, là, vous êtes dans les modalités, là. Puis, je ne partage pas nécessairement ce que vous dites au point de vue de votre opinion sur l'accord Canada-Québec. Cela étant dit, sur le fondement même de dire que le Québec devrait avoir la compétence en matière de regroupement familial, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque nous pensons que le Québec doit posséder tous les pouvoirs, chaque fois qu'il peut en ajouter un, c'est un pas dans la bonne direction. Cependant, quand on sait comment fonctionne le Canada, on a beaucoup de difficultés à imaginer, à moins d'être un jovialiste terrible, ce qui est assez fréquent chez les fédéralistes, de penser que le Canada va tolérer un régime à deux vitesses, un programme de réunification familiale pour le Québec et un autre pour le Canada. Ça, vraiment, l'histoire nous enseigne qu'il faut être singulièrement optimiste. Vous avez dit tout à l'heure, écoutez, les seuils sont déterminés par le gouvernement fédéral. Je donne un exemple. Cette année, pour l'année 2019, le Québec va accueillir 40 000 personnes immigrantes. C'est la volonté du gouvernement du Québec qui a été mis en application en respectant le plan annuel du gouvernement du Québec. Même chose au niveau du plan d'immigration pluriannuel que je vais déposer avant le 1er novembre, suite aux consultations, suite à ce qu'on va avoir entendu ici. C'est une discussion qu'il y a avec le gouvernement fédéral, mais la volonté de l'Assemblée nationale, du gouvernement, est respectée par le fédéral. Et ça, à l'intérieur de la Fédération canadienne, c'est ce que nous faisons. Nous dialoguons, mais nous assurons aussi que les compétences du Québec et que les spécificités de la nation québécoise soient respectées par le gouvernement fédéral. Alors, l'expérience que j'en ai depuis que je suis ministre de l'Immigration, c'est qu'on a diminué les seuils à 40 000 et c'était la volonté et le résultat de la dernière élection. Ce que nous aimerions savoir, c'est sur quels critères est-ce qu'on pourra évaluer le succès de ce choix de fixer le seuil à 40 000? Quels sont les indicateurs qu'on va utiliser et comment on va pouvoir, l'an prochain, dans 2 ans, mesurer que l'action du ministère a effectivement porté ses fruits et si ce n'est pas le cas, comment on pourra se corriger pour s'améliorer.
L'idée d'expliciter ces indicateurs, de recourir à la plus grande explicitation possible des motifs qui qui soutiennent, si vous voulez, une décision, c'est une contribution démocratique essentielle. Et de ce point de vue-là, partager les orientations, c'est déjà un premier pas et un pas significatif. Le deuxième, c'est de partager maintenant la méthode pour les atteindre. Mais moi, j'en étais davantage sur le mécanisme de comment est-ce que, avec le gouvernement fédéral, il y a une discussion pour dire, bien, écoutez, même si on sélectionne les réfugiés et l'immigration économique, bien, on réussit à atteindre nos cibles en fonction du plan annuel d'immigration. Je voudrais qu'on discute sur la question du programme des travailleurs étrangers temporaires. Vous proposez dans votre mémoire qu'on contrôle ce programme-là. J'en suis également. On a demandé au gouvernement fédéral que l'étude d'impact sur le marché du travail soit uniquement faite par le gouvernement du Québec. Et là-dessus, je suis content de savoir que vous nous appuyez, à savoir que pour les employeurs du Québec, c'est important ce programme-là et que justement, il faut avoir le plus de pouvoir possible sur l'immigration temporaire. Bien, soyons clairs, là, comme avec le regroupement familial et comme tous les autres volets d'une politique d'immigration, on croit que ce serait bien que le Québec le contrôle. Ça, c'est clair. Donc ça, mais la question de l'immigration temporaire versus l'immigration permanente, le titre de cette section, c'est un choix à débattre. Parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à l'utilisation des temporaires et les effets que ça peut avoir, démographiques ou autres. Donc, oui, ce serait bien que le Québec contrôle ses frontières, que le Québec contrôle ses politiques internationales, que le Québec contrôle les entrées puis les sorties, et l'immigration temporaire et permanente. Mais à ce moment-ci, il y a beaucoup d'éléments de la politique canadienne qui chevauchent et mettent de la pression politique ou autre sur les décisions et les choix du Québec. OK. Sur la question de la francisation en entreprise, vous dites que les entreprises devraient jouer un plus grand rôle en matière de francisation. C'est quoi votre vision? Clairement, d'abord, la francisation doit nous permettre de régler les problèmes que nous avons accumulés dans la mollesse et la négligence d'appliquer les choix de la loi 101. Premièrement. Deuxièmement, il faut travailler avec l'imposition de la connaissance préalable du français pour l'immigration économique. On vient à ce moment-là de faire une saine décision de gestion des ressources publiques. Autrement, on importe des dépenses, ce qui est absurde. Nous pouvons, et le bassin d'immigrants capables de parler ou d'apprendre le français est suffisamment grand pour combler tous les besoins. En entreprise... Ce que vous diriez, là, juste au niveau de la sélection, là, vous dites, bien, écoutez, on devrait sélectionner uniquement des gens qui ont une connaissance du français. Donc, ceux-là sont fonctionnels tout de suite. Les autres, ceux qui sont déjà là, on le sait, et particulièrement dans la région de Montréal, le français est en mauvaise posture dans les milieux du travail. Et il faut précisément prendre les ressources que nous consacrions autrement à cette francisation-là de gens qu'on sélectionne, même si on sait qu'ils ne parlent pas français. On pourrait utiliser ces ressources-là pour mieux encadrer et mieux organiser la francisation dans les milieux de travail, ce qui supposerait évidemment aussi une contribution plus grande de la part des employeurs et surtout un engagement plus senti à l'endroit de cet objectif de société. Et je reviens à ma question. Pour votre organisation, vous voudriez uniquement que le Québec sélectionne ces personnes immigrantes dans des bassins francophones? Pas seulement dans les bassins francophones, pas du tout. Ce que nous disons, c'est connaissance préalable du français pour l'immigration économique. Alors ça, qui viennent du Pakistan ou de Ouagadougou, ça n'a pas d'importance. Avec une barrière à l'entrée, exemple, une connaissance de niveau 7.
les niveaux, ça se discute sur le plan technique, mais l'idée, c'est que si on veut que cette immigration économique soit la plus féconde possible, il faut qu'elle soit immédiatement fonctionnelle. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'arriver en maîtrisant déjà la langue. J'ajouterais juste que, surtout quand on parle de régionalisation, c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui parle déjà le français de s'intégrer en région. C'est plus facile de s'arranger dans une autre langue, même des fois la langue maternelle, mais en anglais, dans la région métropolitaine. Mais si on cherche l'immigration qui va être... Et c'est beaucoup plus facile par rapport aux adultes, parce qu'au point de vue des enfants, ils vont aller dans les écoles françaises. Mais la francisation des adultes est plus lourde, plus difficile, plus long. Et donc, ce serait nettement... plus avantageux là, de prendre les gens qui le connaissent déjà. On propose niveau intermédiaire justement pour qu'il y ait une connaissance et puissent s'intégrer plus facilement. Je vous remercie. Chez M. le Président, j'ai des collègues qui souhaitent poser des questions. Merci infiniment, M. le ministre. Je suis prêt à reconnaître pour un temps de parole de 5 minutes M. le député de Chauveau. Merci beaucoup, M. le Président. M. Laplante, Mme Lévesque. Je crois que c'est Mme Lévesque, j'ai bien compris. M-E-G-G-S. Merci beaucoup. Alors, écoutez, c'est un privilège de vous accueillir, puis merci. Je voudrais poursuivre un peu sur la francisation, parce que, M. Laplante, tout à l'heure, vous avez parlé de l'intérêt national et de ne pas accueillir davantage que notre capacité, justement, à franciser les gens. Moi, je trouve ça intéressant, puis c'est peut-être le bout, j'étais un peu en désaccord avec vous. Bien que souhaitable d'accueillir le maximum de personnes parlant déjà français, on ne se prive pas, selon vous, de talents qui ont le désir. C'est important, je pense, d'imposer l'apprentissage rapide du français, d'y consacrer les sommes d'argent nécessaires et que ce soit fait rapidement, toujours dans un cadre professionnel, mais justement, des gens qui peuvent nous venir de d'autres communautés, là, des gens d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique et d'autres langues, mais qui ont le désir. Et cette force-là d'apprendre le français au Québec. Vous ne trouvez pas que ce bout-là doit être mis en lumière, qu'on doit pousser vers ça pour le favoriser, justement, parce que j'ai l'impression, c'est une perception, peut-être que je me trompe, et je suis très loin d'être un expert, mais si on veut pousser sur le français à tout prix avant l'entrée au Québec, on risque de se priver de personnes extrêmement intéressantes. Écoutez, ça, c'est indémontrable. Ce que nous pouvons faire, en envoyant le message clair que pour immigrer au Québec, il faut parler français, nous faisons un sérieux test de motivation pour les candidats. Et là-dessus, les succès récents de la déclaration d'intention, il y a déjà 150 000 personnes qui ont fait une déclaration d'intention. Si on leur dit clairement, profitez donc des 7, 8, 10, 15 mois que ça va prendre pour apprendre le français, on n'aura aucun problème. J'ajouterais qu'il y aura déjà dans les catégories humanitaires et familiales des gens qui ont besoin d'être francisés. C'est qu'ils sont très capables de contribuer à la société québécoise. Au contraire, ils ont toutes les compétences et la francisation devrait peut-être se concentrer sur les catégories qui ne sont pas sélectionnées par le français. Mais on ne voudrait pas voir les conditions actuelles baisser encore plus. On préférait, et de toutes les statistiques démontrant les gains par rapport à l'immigration francophone, c'est par la sélection que ça s'est fait. Il ne faut pas compter sur la francisation. Vous sembliez, sur un autre sujet, tout à l'heure un peu sceptique sur la capacité d'évaluer les fameux seuils et le succès de l'immigration. Les indicateurs, vous parlez que les indicateurs actuels sont non vérifiables. Quels seraient, selon vous, des indicateurs qui seraient davantage vérifiables? Comment vous l'établiriez, M. Laplante? Ah, écoutez, il y a une série d'instruments qui ont été développés à la fois par les départements de sociologie, par les instituts de recherche, par l'OCDE même, où on peut déployer une série par procédure d'enquête, par suivi statistique des candidatures. Et là, avec un profil d'accueil et d'accompagnement, on aurait l'instrument idéal pour, justement, chercher l'information utile et pertinente pour ces indicateurs-là, qui nous permettraient de voir comment
l'intégration à la société se déroule, où est-ce au travail, est-ce dans la vie communautaire, est-ce dans le système scolaire, où se font les gains, où sont les efforts à accroître, où sont les effets. C'est ça que nous pourrions faire. Actuellement, nous ne le faisons pas. Il existe des commentaires et des anecdotes, mais il n'y a pas de cueillette systématique d'informations sur ce sujet. Madame la Présidente, une dernière question. Moi, ça m'a soulevé quand même... ça m'a surpris quand même votre commentaire sur la régionalisation. Vous avez l'impression, vous mettez fortement en doute la capacité du Québec actuel de régionaliser son immigration. Vous dites que c'est un peu utopique, c'est un phénomène urbain. J'aimerais ça que vous approfondissiez davantage, s'il vous plaît. Essentiellement, ce n'est pas une question de capacité. C'est une des observations que nous faisons sur les mouvements migratoires. Ce sont des mouvements qui se déploient dans les grands centres urbains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les régions. Il y a une immigration qui s'intègre dans la région. Il y a des immigrants qui choisissent de s'établir dans les régions. Mais le gros des contingents reste dans les grandes agglomérations urbaines. C'est ce qu'on observe partout, y compris aux États-Unis. Le bloc d'échange. Oui. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole au député de Néligan du groupe de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre présence et pour votre mémoire. Première question, ça concerne l'immigration temporaire, parce que je n'ai pas compris la même chose tout à l'heure lorsque vous avez répondu au ministre. Je vais vous lire votre passage. Ce virage vers l'immigration temporaire est d'autant plus surprenant venant d'un gouvernement qui vise la création d'emplois bien payants. Pourtant, le gouvernement propose un niveau de dépendance à l'immigration temporaire rarement vu au Québec. À la lumière de ce paragraphe, je peux lire que vous êtes opposé au choix de l'immigration temporaire. Pas opposé au choix. Nous souhaitons que ce choix-là soit un choix éclairé et qu'il ne serve pas de faux fuyants. Et à cet égard, les déclarations de nombre d'organisations patronales sont plus qu'inquiétantes. On sait que le recours à l'immigration temporaire peut être un formidable instrument pour maintenir une pression à la baisse sur les salaires. Ça, c'est un lieu commun. Mais il y a un autre vice dans cette approche qui est encore plus pernicieux, qui est celui de retarder le moment où les entreprises, au lieu de se lamenter, devraient faire des investissements dans l'automatisation, dans la numérisation de leurs procédés, plutôt que de réclamer de la main-d'œuvre faiblement qualifiée. Nous avons déjà, dans l'économie du Québec, un problème de retard en ces matières et il y aurait franchement de quoi s'inquiéter à s'imaginer que nous allons faire des gains de compétitivité en ayant recours à de la main-d'œuvre faiblement qualifiée plutôt qu'à des robots performants opérés par des gens qualifiés. J'entends votre commentaire, mais dans la page 11, vous faites référence et vous interpellez même les propos d'une organisation patronale, à savoir les manufacturiers exportateurs du Québec. Donc vous citez la PDG de cet organisme qui dit « On n'a pas besoin uniquement d'ingénieurs, mais de commis et de journaliers ». Ça, c'est une organisation patronale qui a déclaré ça. Donc, dans le respect que j'ai pour votre organisme, on respecte les organismes qui travaillent, qui maîtrisent l'enjeu, surtout de la main-d'œuvre. Donc, cette organisation patronale, qu'est-ce qu'il nous informe? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoutez, mon besoin, ce n'est pas les ingénieurs, c'est les commis et les journaliers. Donc là, c'est un autre sujet que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est la grille de sélection. Donc, l'enjeu de la main-d'œuvre, là, c'est un fait. Et vous êtes un homme de science, un homme de chiffres, un homme de mesures qualitatives et quantitatives, vous êtes même pour la reddition de comptes. Vous répondez quoi à cet entrepreneur qui a investi dans la machinerie et qui aimerait avoir des commis et des journaliers pour soutenir sa croissance économique? Si vous étiez à la place du gouvernement, ça serait quoi votre solution? Oui, je peux. Non, mais ailleurs, à page 10 de notre on fait référence à une étude qui était même citée dans le document de consultation, mais pas nécessairement complètement, qui précise que les résidents temporaires détenant un permis de travail pour les emplois non spécialisés et qui avaient obtenu le droit d'établissement obtenaient des gains initiaux beaucoup moins élevés
et une croissance plus lente des gains en comparaison avec les immigrants qui n'avaient aucune expérience de travail antérieure acquise au Canada. C'est une enquête citée même par le ministère. Fait que notre objectif, comme j'ai dit, notre titre, c'est un choix à débattre. Et la question qui nous préoccupe, c'est que cette question n'a pas été encore vraiment débattue au Québec. Est-ce que c'est là où on veut mettre nos œufs? Si oui, mais là, il faut devoir aller chercher le pouvoir parce que c'est pas le Québec qui contrôle les conditions de permis de séjour temporaire. En attendant le pouvoir, et je comprends que vous êtes pour la souveraineté, maintenant, pour moi, là, en tant qu'élu, je dois répondre à la pénurie de main-d'œuvre qui est réelle, c'est un fait. Donc, ma question, vous avez soulevé l'incohérence de l'arrêt du programme de l'expérience québécoise PEC. Et là, j'aimerais bien vous entendre parce que c'est des gens qui répondent à 100% à vos préoccupations. Jeunes, parlent français, ils payent leurs études, très bien intégrés, et ils ne demandent qu'à rester au Québec. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il met un moratoire en plein été, probablement un retour au mois de novembre. Ça, pour vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? C'est une question qu'on se posait aussi, parce qu'effectivement, là, il y en a beaucoup qui se sont posé cette question-là. Les réponses peuvent être multiples, on suggère certaines, mais il faut se rappeler aussi que le gouvernement, non seulement a baissé les admissions en 2019, ils ont baissé aussi les sélections. Et le nombre de demandes qui arrivent par le PEC, là, depuis les 2 dernières années, ont augmenté beaucoup. Peut-être qu'ils sont arrivés un peu à leur... Ils ne veulent pas dépasser les seuils de sélection pour cette année. Ça va juste créer plus d'inventaire à Ottawa. Donc, mais je ne sais pas. Les raisons n'ont pas été élucidées par le gouvernement encore. Mais ils peuvent aussi. Il y a d'autres façons. Le gouvernement fédéral a une autre façon de fonctionner par rapport à des diplômés canadiens. Ils insistent qu'il y ait aussi un an de travail. Il y a peut-être qu'il y a des idées là, de modifier les critères. Mais on ne sait pas. On est tout à fait d'accord, comme bien des gens au Québec, là, que les étudiants, ça enlève un des obstacles majeurs dont on parle tout le temps, c'est de leur reconnaissance des acquis. S'ils ont un diplôme du Québec... Français aussi, c'est un élément très important. Ils parlent français, c'est des étudiants et le fruit de nos universités, à part qu'ils contribuent à la richesse culturelle, mais aussi ils contribuent par leur financement à l'essor de nos universités. En fait, c'est l'élément le plus important et c'est pour cela que j'aimerais bien... je voulais vous poser la question parce que ça va dans le sens même de ce que vous voulez, ce que vous suggérez. J'ai une toute dernière question avant de laisser la parole à ma collègue. Vous avez beaucoup parlé de la reddition de comptes et les mesures qualitatives et quantitatives de l'intégration. Avez-vous établi des indicateurs de mesures de performance? Ce n'était pas l'objet de ce mémoire, mais nous savons qu'il en existe et nous savons aussi que le gouvernement du Québec pourrait mandater soit l'Institut de la statistique, soit un groupe spécial ad hoc pour se doter d'un instrument semblable. Effectivement, c'est, à notre avis, un instrument nécessaire pour éviter que la confusion intellectuelle guide le débat, comme c'est, hélas, beaucoup trop le cas actuellement, où, finalement, les jugements péremptoires et les généralisations tiennent lieu de déclarations officielles. Alors, je vous comprends, je veux juste vous citer un exemple parce que je dois absolument laisser la parole à ma collègue. On dit souvent les réfugiés ne s'intègrent pas. Par exemple, où il y a un taux de rétention qui n'est pas très élevé par rapport à une catégorie. Vous voulez que les paramètres du gouvernement, annuel ou pluriannuel, quand il annonce une politique, soient accompagnés par des mesures qualitatives et quantitatives? Oui, je veux savoir si le budget du ministère, qui est consacré à tel programme, donne les fruits pour lesquels les deniers publics lui sont affectés. Ça paraît essentiel. Merci. Dans la parole à la députée de Bourassa-Sauvé. 2 minutes. Écoutez, oui, vous parliez, et le député de Chauveau vous en est la question aussi, vous disiez que la migration, c'est un phénomène urbain. Et quand on voit la pénurie de main-d'œuvre en région, c'est inquiétant.
Qu'est-ce que vous feriez, justement? Comment amener... Alors, quelle est votre solution pour les régions si on est devant la fatalité que ces immigrants-là vont nécessairement s'établir en ville? Ce n'est pas une question de fatalité eu égard à la capacité des régions. C'est un constat sociologique de base. Bon. Alors, ces problèmes de difficulté à trouver du personnel dans les régions tiennent lieu à l'effritement de la structure de peuplement. Et ça tient essentiellement à l'incapacité, et ça a été terrible au cours des 15-20 dernières années, le gouvernement du Québec a renoncé à soutenir et à structurer le développement économique des régions. Il a laissé faire le marché, mais le marché vient de répondre. Essentiellement, c'est pas un problème d'immigration, c'est un problème de développement régional et d'articulation de ce développement régional-là avec les leviers que pourrait conférer une politique de population et une politique d'immigration. Alors, on peut le faire, mais ça ne se fera pas par l'immigration. Ça va se faire par une politique de développement régional et par une politique de population rigoureusement conduite. Alors, il y a un certain nombre de problèmes pour lesquels l'immigration est une réponse, mais il y en a d'autres pour lesquels ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas un bon moyen. Alors, les pénuries de main-d'œuvre sont une réalité complexe. La rareté ne s'exprime pas de la même façon selon les secteurs industriels, selon les régions, selon les particularités des communautés elles-mêmes. Et ça, il faut reconnaître que ça ne se traite pas avec un remède universel, avec une réponse simple, on va en faire rentrer plus. Ça demande justement un monitoring, un suivi très fin, mais évidemment, n'importe lequel résultat d'analyse et de reddition de comptes ne remplacera pas la volonté. Alors, ça nous prend les moyens de faire un développement régional solide. Je vous remercie. Je cède maintenant la parole au député de Laurier-Dorion de la deuxième opposition. Merci. Bonjour, messieurs, mesdames. Vous êtes critique par rapport au test des valeurs. J'aimerais vous entendre. Quelles sont vos critiques? Écoutez, là-dessus, très rapidement, parce que c'est un vaste débat, je vous dirais que le Québec tourne en rond depuis 1968. Okay? Parce qu'essentiellement, c'est un débat qui est induit par une fausse problématique créée essentiellement par la doctrine du multiculturalisme. C'est une doctrine qui a été adoptée pour nier notre existence nationale et pour la combattre. Et dans les mesures de riposte ou de résistance à cette doctrine d'État, il y a eu toutes sortes d'avatars, y compris l'interculturalisme, etc. Si nous avions un pays indépendant, une approche républicaine nous poserait des moyens et des questions qui seraient autrement plus intéressantes. Là, véritablement, on est dans des mesures qui sont complètement à côté de la plaque. Je crois que toute l'énergie que nous avons engloutie ces dernières années dans ces débats-là est une énergie stérile et ses effets, par contre, sont délétères parce que ça sape la cohésion sociale et ça, évidemment, encore une fois, il faut aller à la source et ça sape la cohésion sociale. Pourquoi? Essentiellement parce que nous vivons dans un régime qui finance à même nos impôts une lutte acharnée contre l'intégration républicaine que le Québec doit et cherche à réaliser. Alors, évidemment, ça se traduit dans tous les aspects de la vie sociale et les immigrants sont probablement ceux qui sont le plus immédiatement frappés, pris entre deux modèles concurrents. Écoutez, ça fait des décennies qu'on demande au gouvernement fédéral simplement de respecter la loi 101. Alors, imaginez quelqu'un qui arrive de l'étranger, qui n'est pas dans l'histoire, qui ne sait pas d'où tout ça vient et qui se fait dire « tu vas être dans une société française bilingue », bien, on lui donne une cassette d'un film d'Elvis Gratton et puis bienvenue au Québec. C'est une concurrence débile. Merci. Je passe maintenant la parole à la députée de Gaspé pour 2 minutes 30.
Merci. Merci beaucoup de votre présence. On a discuté, débattu sur le projet de loi de l'immigration, justement, à la fin de la session parlementaire. Plusieurs heures sur des conditions qu'on ne connaît pas trop, sur un projet de loi qui est assez vague parce qu'on nous rappelait toujours qu'on allait aller négocier des pouvoirs au fédéral. Puis on a vu aussi un gouvernement qui a essuyé plusieurs échecs avec des négociations avec le fédéral, justement, depuis son arrivée au pouvoir. Donc, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on puisse les rapatrier? Et parce que, de ce que je comprends, finalement, la seule façon d'avoir une immigration réussie au Québec, c'est par l'indépendance du Québec. Ça, il n'y a aucun doute. Cependant, on peut avoir une politique d'immigration plus ou moins incohérente qui va nous permettre de gérer, le temps que ça durera, les inconvénients et les dommages que nous inflige le régime canadien. Alors, c'est pas inutile de chercher à limiter ces incohérences-là, mais elles vont demeurer puisque nous ne pouvons contrôler l'essentiel des leviers qui nous permettraient une réussite complète d'une politique. Super. Et puis, en attendant d'avoir l'indépendance du Québec, un désir que je partage avec vous, bien entendu. Qu'est-ce qu'on fait, vos recommandations là, en priorité là, pour la table ici, pour qu'on puisse se consacrer? Bien, je pense que ce qu'on cherche, là, notamment, il y a un certain travail qui peut se faire là-dessus, même s'il y a des pressions par rapport à notre poids démographique et tout ça, c'est de faire l'exercice de déterminer c'est quoi d'être bien intégré. C'est quoi une politique d'immigration réussie? Ça veut dire certains taux d'emploi, ça veut dire ça. L'OCDE, le Conseil de l'Europe, plusieurs pays et organisations internationales ont élaboré les indicateurs de cohésion sociale. On pourrait piger là-dessus, mais l'important, c'est de trouver un consensus dans la société pour arrêter de rendre cette discussion plus partisan et plus un enjeu qui ne devrait pas être politique de cette nature-là. Merci. Merci pour votre contribution aux travaux de la Commission. Je suspends momentanément pour laisser le prochain groupe prendre la place.